Dans cette vidéo, nous allons donner des exemples d'extinction systématique dans certains groupes d'espaces orthorhombiques. Et comme il s'agit d'extinction systématique, nous rappelons tout d'abord que ces dernières correspondent au cas où l'intensité de certaines familles réticulaires sont automatiquement nulles sous certaines conditions sur les indices HKL de la famille concernée. Pour plus de détails sur ce qu'on vient de rappeler, voir nos 4 dernières vidéos traitant l'expression du facteur de structure et la relation de ce dernier avec l'intensité diffractée, les extinctions systématiques dues respectivement au mode de réseau de Bravais, au plan de glissement et aux axes hélicoïdaux. Dans le volume A des tables internationales de cristallographie et dédié au groupe d'espace, ce sont les conditions de diffraction qu'on reporte et non les conditions d'extinction. Ainsi, et avant d'exposer les exemples concernant les groupes d'espace, nous rappelons par les tableaux suivants les conditions de diffraction concernant respectivement les modes de réseau de Bravais, les plans de glissement et les axes hélicoïdaux. Pour ce qui concerne les modes de réseau de Bravais, si la maille est primitive, il n'y a aucune condition de réflexion. Autrement dit, tous les plans HKL vont diffracter sans problème, en cas où la diffraction de ces plans est autorisée. Mais pour ce qui concerne la maille basse centrée A, il y a une translation de 1,5 de B plus C entre deux atomes équivalents, et dans ce cas, la condition va être portée par K et L, de telle sorte que si K plus L est pair, il va y avoir diffraction, sinon, il va y avoir extinction. Si maintenant la maille est basse centrée B, il va y avoir translation de 1,5 de A plus C entre deux atomes équivalents, et dans ce cas, la condition de diffraction va porter sur H et L, de telle sorte que si H plus L est pair, il va y avoir diffraction, sinon, il va y avoir extinction. Et pour ce qui concerne le mode C, la translation entre deux atomes équivalents est de 1,5 de A plus B, et par voie de conséquence, la condition va être portée par H et K, de telle sorte que si H plus K est pair, il va y avoir diffraction, sinon il va y avoir extinction. En cas maintenant où la maille est centrée I, la translation entre deux atomes équivalents est de 1,5 de A plus B plus C, et dans ce cas, la condition de diffraction va porter sur les indices H, K et L en même temps, de telle sorte que si H plus K plus L est égal à 2N, il va y avoir diffraction, quel que soit H, quel que soit K, quel que soit L. Sinon, il va y avoir extinction. En cas maintenant où la maille est face centrée F, les équivalents d'un atome donné vont être obtenus par les 3 translations 1,5 de A plus B, 1,5 de A plus C et 1,5 de B plus C. Et dans ce cas, il va y avoir diffraction si H, K, L sont de même parité, quel que soit H, quel que soit K, quel que soit L. Sinon, il va y avoir extinction. Comme précision, quand on dit par exemple dans le mode basse centrée C que K plus L est égal à 2N, il y a diffraction, il faut sous-entendre que K plus L est égal à 2N, quelle que soit la valeur de H. Et pour le mode basse centrée B, H plus L est égal à 2N, quel que soit K. Et enfin pour le mode basse centrée C, H plus K est égal à 2N, quel que soit L. Concernant maintenant les plans de glissement, si le plan YZ est un miroir avec glissement de 1,5 suivant B, les plans HKL concernés par la diffraction sont les plans 0KL, et puisque le glissement est suivant B, la condition va être portée par K. Ainsi, sur les réflexions de type 0KL, si K est pair, il va y avoir diffraction, sinon, il va y avoir extinction, quel que soit L. Le même plan YZ peut être maintenant avec un glissement suivant le paramètre C, de 1,5 de C. La condition dans ce cas va être portée par 0KL, avec L est égal à 2N, quel que soit K. Si c'est le cas, il va y avoir diffraction, sinon il va y avoir extinction. Le plan YZ peut être également un plan de glissement diagonal qu'on appelle N, si le glissement cette fois est de 1,5 de B plus C. La condition est toujours portée par 0KL parce que le plan c'est Y
Z, de telle sorte que K plus L est égal à 2N, il va y avoir diffraction, sinon il y aura extinction. Le même plan YZ peut être un plan cette fois qu'on appelle plan de glissement D, c'est-à-dire de type diamant, si la translation est diagonale, mais avec un quart de B plus C et non pas un demi. Dans ces conditions, les réflexions 0KL vont avoir lieu si K plus L est égal à 4N, sinon il va y avoir extinction. Les mêmes constats peuvent être faits pour les plans XZ et XY. Rappelons enfin que concernant le plan de glissement C, comme il doit être automatiquement parallèle à 0,01, parallèlement auquel il va y avoir translation de C sur 2, ce plan donc peut être normalement un plan parallèle à la famille 1, 0, 0 ou bien 0, 1, 0, comme nous l'avons indiqué dans le tableau concernant les plans de glissement. Cependant, un plan de glissement C peut être également l'un des plans diagonaux de la face AB, c'est-à-dire que ce plan peut être parallèle à la famille diagonale 1, 1, 0 ou moins 1, 1, 0. Les plans diagonaux en question sont rencontrés dans les systèmes quadratiques et hexagonaux. D'un autre côté, les plans de glissement parallèles à 1, 1, 0 et moins 1, 1, 0 engendrent des extinctions de type HHL, à savoir que le glissement C dans ces plans va concerner les familles réticulaires de type HHL. Concernant maintenant les conditions de diffraction dues aux axes hélicoïdaux, si ces derniers sont orientés suivant l'axe des X, la condition va concerner les plans réticulaires de type H00. Et si ces axes sont orientés suivant l'axe des Y, la diffraction va concerner les plans de type 0K0. Et si enfin ces axes sont orientés suivant la direction Z, les plans concernés par la diffraction sont les plans 00L. Rappelons que les plans H00 sont parallèles à Y et à Z, et les plans 0K0 sont parallèles à X et à Z, et les plans 00L sont parallèles à X et à Y. À titre d'exemple, si 2,1 est orienté suivant l'axe des X, et si le glissement de 1,5 de A, dans ce cas, la condition concernant les plans de type H00 va être H est égal à 2N, il y a diffraction, sinon il va y avoir extinction. Si maintenant l'axe des X est un axe hélicoïdal 4,1, la translation est de 1 quart suivant A, et la condition serait cette fois H00, H est égal à 4N. La même condition, on va la trouver cette fois si l'axe X est un axe 4,3 et où la translation parallèlement à l'axe est de 3 quarts de A. Précisons avant de clore cette partie que lorsqu'on parle des plans H00, il faut sous-entendre par là qu'on veut parler en réalité de la diffraction de la famille 1,00 aux différents ordres signifiés par H est égal 1, H est égal 2, H est égal 3 et ainsi de suite. Ainsi, quand on parle de la réflexion H00, H est égal 2N, ça voudrait dire tout simplement que la famille 1,00, qui n'est autre d'ailleurs que la famille contenant la face BC, cette famille réticulaire ne peut alors diffracter que pour les ordres pairs. Et de cette façon, on aura le pic de diffraction 2,00, 4,00, 6,00 et ainsi de suite. Tandis que les diffractions aux ordres impairs ne seront pas autorisées. D'un autre côté, H00, H est égal à 4N, voudrait dire dans ce cas que la famille 1,00 ne peut diffracter que pour des ordres multiples de 4. Et ainsi, la diffraction de cette famille ne peut se faire qu'à l'ordre 4, 8, 12, 16 et ainsi de suite, pour donner des pics de diffraction qui seront notés 4,00, 8,00, 12,00 et ainsi de suite. La même remarque qu'on vient de faire pour H00 peut être appliquée aussi pour les réflexions 0K0 et 00L. Maintenant, le groupe d'espace qu'on va traiter sera le groupe d'espace orthorhombique IMMA. Ce groupe porte le numéro 74 sur les tables internationales de cristallographie. La classe de symétrie pour IMMA est
M, M, M. Dans ce cas, le miroir qui est perpendiculaire à l'axe des X reste ici un miroir simple. Et il en est de même pour le miroir perpendiculaire à la direction de l'axe des Y, l'axe 0, 1, 0. Cependant, le troisième miroir perpendiculaire à l'axe des Z, ici, le plan est devenu un plan de glissement A. D'un autre côté, le mode du réseau de Bravais est centré. Les conditions de diffraction du groupe IMMA vont alors être comme suit. Le mode centré I va se traduire par le fait que l'intensité des plans HKL avec HKL quelconque ne sera différente de 0 que si la somme des indices HK et L est paire. Autrement, la diffraction de ces plans ne va pas avoir lieu même s'il vérifie la condition de Bragg. Pour ce qui concerne maintenant le miroir perpendiculaire à la direction 1, 0, 0, à savoir la rangée 1, 0, 0, comme il n'y a aucun glissement parallèlement à ce miroir, il va y avoir alors aucune condition sur les plans de type 0KL. Pourtant, la condition 0KL, K plus L est égal à N, existe bien. Et cette condition traduit le fait que le plan YOZ est un plan de glissement diagonal N. En réalité, le plan YOZ en tant que plan de glissement N n'a aucune existence effective puisque la condition qui le caractérise n'est autre que la condition particulière de la condition générale concernant le mode centré. En effet, sur HKL, H plus K plus L est égal à N, si on considère que H est nul, on aura effectivement 0KL, K plus L est égal à N. De même, si on considère que K est nul, la condition sur H0L serait H plus L est égal à N. Cette condition n'est autre que la condition qui caractérise le fait que le plan XOZ est un plan de glissement diagonal N. Comme cette condition est secondaire, le plan XOZ n'est pas alors un plan de glissement N, mais il est tout simplement un miroir M. Une autre condition secondaire découlant de la condition générale du mode est HK0, H plus K est égal à N. Cette condition sera obtenue en remplaçant L par 0 dans la condition générale. Cependant, sur les tables internationales, on ne trouve pas la condition HK0, H plus K est égal à N, mais on trouve HK0, H, K est égal à N. En fait, cette condition est la combinaison de deux autres conditions qui sont les suivantes. La première, c'est celle dont on vient de parler, qui est HK0, H plus K est égal à N, et qui découle du mode centré. Et la deuxième condition dont on n'a pas encore tenu compte jusqu'à présent est la condition HK0, H est égal à N. Et c'est une condition principale qui traduit tout simplement le fait que le plan XOY qui est perpendiculaire à la troisième direction de l'orthorhombique est un plan de glissement A. Tout ce qu'on vient d'expliquer, et concernant la condition HK0, HK est égal à N, peut être explicité de la façon suivante. La condition sur le mode I se traduit par le fait que l'intensité des plans HKL n'est différente de 0 que si la somme H plus K plus L est paire. Et ceci, quel que soit H, quel que soit K et quel que soit L. Si alors dans cette condition on considère la valeur particulière L est égale à 0, la condition générale devient alors HK0, H plus K est égal à M. Ce qui veut dire que l'intensité des plans HK0 n'est différente de 0 que si H plus K est paire. Et sinon, l'intensité IHK0 serait nulle. Et comme nous l'avons déjà vu dans les rappels, cette condition traduit tout simplement le fait que le plan XOY est un plan de glissement N. C'est donc un plan de glissement qui n'est là que parce que le mode est centré. Or, dans le groupe IMMA que nous sommes en train d'étudier, le plan XOY est réellement un plan de glissement A. Et la condition de diffraction caractérisant ce plan est la suivante. HK0, H est égal à M. Ce qui veut dire que l'intensité des plans HK0 n'est différente de 0 que si H est paire. Sinon, l'intensité de ces plans va être nulle.
Si on tient maintenant compte des deux équations traduisant respectivement le fait que le plan X ou Y est un plan de glissement N et en même temps un plan de glissement A, la condition de diffraction sur HK0 devient alors HK0, H est égal 2N et K est égal 2N, comme c'est indiqué sur les tables internationales de cristallographie. Cette condition sera mieux comprise si on recourt à son explication par le réseau réciproque. En effet, si on considère les nœuds réciproques de type HK0 et qui donnent des renseignements sur la nature du glissement parallèlement au plan X ou Y, si ce dernier est un miroir simple, tous les nœuds se trouvant sur la sphère de résolution de rayon 2 sur lambda vont alors traverser sans problème la sphère d'Ewald et donner alors des pics de diffraction. Si maintenant on considère que le plan X ou Y est un plan de glissement N, l'intensité des plans HK0 serait alors nulle si la somme H plus K est impaire. Sur le plan réciproque, ça veut dire tout simplement que les nœuds HK0 dont la somme H plus K est impaire, une fois qu'ils se trouvent sur la sphère d'Ewald, ils ne vont donner lieu à aucune diffraction. Les nœuds en question sont ceux situés sur les diagonales représentées en rouge. Si maintenant on considère que le plan X ou Y est un plan de glissement A, c'est que l'intensité des plans HK0 sera nulle à chaque fois que H est impair, et ceci quel que soit K. Sur l'espace réciproque, ça va se traduire par le fait que lorsque les nœuds HK0 dont H est impair arrivent sur la sphère d'Ewald, ils ne vont donner aucune diffraction. Sur cette figure, ce sont les nœuds des droites H est égal 1 et H est égal 3. Si maintenant sur cette figure on élimine en plus les nœuds dont H plus K est impair et qui traduisent le fait que le plan X ou Y est un plan de glissement N comme on vient de le voir il y a un instant, les nœuds en question sont ceux situés sur les diagonales en rouge. Sur la figure qu'on obtient, on voit bien que les nœuds HK0 dont H et K sont tous les deux impairs ne vont donner aucune diffraction lorsqu'ils vont se trouver sur la sphère d'Ewald. Ça veut dire que les nœuds qui vont diffracter sont les nœuds HK0 pour lesquels H est pair et K est pair, comme c'est indiqué sur les tables internationales de cristallographie, à condition bien sûr que les nœuds en question soient situés à l'intérieur de la sphère de résolution de rayon 2 sur lambda. Les autres conditions secondaires découlant du mode centré s'obtiennent en considérant deux indices nuls. Ainsi, si on considère K et L nuls, la condition serait H00, H est égal 2N. Et si c'est H et L qui sont nuls, on aura 0, K0, K est égal 2N. Et finalement, si H et K sont nuls, on aura 0, 0, L, L est égal à 2N. Ces trois conditions traduisent respectivement le fait que les axes OX, OY et OZ sont des axes hélicoïdaux de 1. Et encore une fois, ces axes n'ont aucune existence effective puisque leurs conditions découlent tout simplement du fait que le mode est centré. Sur les tables internationales de cristallographie, 2 pages sont réservées au groupe d'espace IMMA. Comme pour tous les groupes d'espace, sur la première page, on trouve la notation simplifiée du groupe selon la notation d'Hermann-Mauguin. On trouve également la notation détaillée, toujours selon la notation d'Hermann-Mauguin. L'avantage de cette notation, c'est qu'elle est plus explicite, à savoir qu'elle montre qu'il y a un axe hélicoïdal de 1 suivant la première direction cristallographique de l'orthorhombique et perpendiculairement à laquelle il y a un miroir. Comme il y a un axe hélicoïdal de 1 suivant la deuxième direction principale de l'orthorhombique et perpendiculairement à laquelle il y a un miroir, cette notation montre également qu'il y a un axe de 1 parallèlement à la troisième direction cristallographique de l'orthorhombique et perpendiculairement auquel il y a un plan de glissement A. Signalons que les axes de 1 ne sont là que parce que le mode de réseau de Bravais est centré, puisque les conditions de diffraction qui les caractérisent
ne sont autres que des conditions particulières découlant de la condition du mode centré comme on l'a expliqué tout à l'heure, lorsqu'on a détaillé les conditions de diffraction. Sur cette même page, on trouve la notation du groupe IMMA mais selon la notation de Schoenfly. On trouve également la classe de symétrie, comme on trouve également les projections planes montrant l'emplacement des éléments de symétrie ainsi que l'emplacement des positions atomiques. Le choix de l'origine de la maille est indiqué également en bas et à gauche de la page. Sur la deuxième page maintenant, et comme c'est le cas pour tous les groupes d'espace, on trouve les conditions de diffraction qui sont celles qu'on a expliquées tout à l'heure. Sur cette même page, on indique la position générale x, y, z et ses équivalentes par la symétrie MMA. La position générale et ses équivalentes sont en nombre de 8, ce qui est normal puisque la classe de symétrie du groupe IMMA est MMM, qui génère 8 positions équivalentes. Mais comme le mode est centré, à chacune de ces 8 positions, il faut associer une position équivalente en la translatant de 1,5, 1,5, 1,5. Ce qu'on vient d'expliquer est signifié par la notation 0, 0, 0 plus, 1,5, 1,5, 1,5 plus. Le nombre de positions générales équivalentes est alors égal à 16. On dit alors que la multiplicité de la position générale est égale à 16. Et c'est ce qui est mentionné à gauche des positions équivalentes. Sur la même page, on trouve les coordonnées des positions particulières du groupe. Ces positions sont en nombre de 9, notées de A à I. Le nombre devant chaque lettre indique la multiplicité de la position. La position 8i correspond au cas où l'atome est situé sur le miroir qui est perpendiculaire à la deuxième direction cristallographique et qui se trouve à y est égal à 1/4. Par voie de conséquence, les atomes qui vont se trouver dessus vont avoir comme coordonnées x 1/4 z. Et ces équivalents par la symétrie MMA vont se trouver en x bar 1/4 z, x bar 3/4 z bar, x 3/4 z bar, et à ces positions, il faut ajouter leur image par translation de 1,5, 1,5, 1,5 puisque le mode est centré. Pour ce qui concerne maintenant la position 8H, elle correspond au cas où l'atome est situé sur le miroir qui est perpendiculaire à l'axe des X et qui passe par X est égal à 0. Le miroir en question est alors la face BC. Les atomes qui vont s'y trouver alors vont avoir comme coordonnées 0, y, z, et leur équivalent serait situé en 0, y bar plus 1,5 z, 0, y plus 1,5 z bar, et 0, y bar, z bar. À ces quatre coordonnées, il faut ajouter ensuite leur équivalent par translation de 1,5, 1,5, 1,5, du fait que le mode est centré. Si maintenant donc un atome donné occupe soit la position 8i, soit la position 8h, aucune condition de diffraction supplémentaire ne résulte de cet emplacement. Mais si maintenant l'atome occupe la position 8g, qui correspond au cas où l'atome se trouve sur l'axe d'ordre 2 parallèle à l'axe OY, et passant par x est égal à 1/4 et y est égal à 1/4, dans ce cas, les atomes qui sont situés sur cet axe vont avoir comme coordonnées 1/4 y 1/4, 3/4 y bar plus 1,5, 1/4, 3/4 y bar 3/4, 1/4 y plus 1,5, 3/4. Si maintenant un atome occupe une telle position, il va en découler une condition de diffraction supplémentaire qui est HKL, H est égal à 2n. Le même constat aura lieu si l'atome occupe cette fois les positions 4A, 4B, 4C ou 4D. Mais si l'atome occupe la position 8F, à savoir que l'atome sera placé sur l'axe d'ordre 2 parallèle à l'axe des X
Les coordonnées atomiques seraient alors x00, x bar 1 demi 0, x bar 00 et x 1 demi 0 en plus des positions équivalentes par translation de 1 demi, 1 demi, 1 demi. Dans ce cas, la condition de diffraction supplémentaire serait HKL, K est égal à 2n. J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.